Lorsque la nouvelle glaçante de l'arrestation de l'infirmière néonatale de 28 ans, Lucy Letby, pour meurtre en 2018 est tombée, ses proches et ses collègues n'ont pas pu y croire. Décrite comme banale et ordinaire, Letby avait vécu une enfance heureuse et avait passé sa jeunesse à rêver de devenir infirmière. Tout comme celle qui l'avait aidée, elle et sa mère, lors de sa naissance difficile. Mais quelque part en chemin, quelque chose a mal tourné. Comment quelqu'un d'aussi apparemment inoffensif a-t-il pu causer autant de destruction ? Dans ce documentaire, nous cherchons à éclaircir ces questions en examinant le cas cauchemardesque de Lucy Letby, l'infirmière tueuse en série britannique. Jeunesse. Lucy Letby est née le 4 janvier 1990 dans la ville de Hereford, en Angleterre. Fille unique de John et Susan Letby, respectivement gestionnaires financiers et employés de bureau comptable, elle est décrite comme ayant vécu une enfance idyllique. Elle a grandi sur Arran Avenue, une petite impasse près de Hinton Road, et elle fréquentait régulièrement l'église et l'école. Les amis de Letby se souviennent qu'elle était généreuse, douce et attentionnée, l'un d'eux la décrivant comme ayant une aura joyeuse et paisible qui rendait tout le monde autour d'elle heureux et à l'aise. Elle avait même adopté le surnom de Mary Poppins, que ses amis lui avaient donné en raison de sa douceur et de son côté maternel. Elle avait toujours de quoi soigner coupures et éraflures, comme des pansements et lingettes antiseptiques. Depuis son plus jeune âge, elle rêvait de devenir infirmière, ce qui serait apparemment dû au fait que sa propre naissance avait été difficile pour sa mère. Un ami a confié à la BBC que Letby était très reconnaissante envers les infirmières qui lui auraient sauvé la vie. Ils ont ajouté « Tout ce qu'elle faisait était orienté vers cet objectif ultime de devenir infirmière ». Letby a fréquenté l'école Ileston et le lycée Hereford Sixth Form College, où elle était décrite comme timide et studieuse mais pas forcément populaire. Elle avait un cercle d'amis proches qui s'appelait eux-mêmes la famille Mismatch. En devenant adolescente et en se rapprochant de la réalisation de son rêve, elle parlait souvent de la santé et du développement des enfants. Personne autour d'elle n'était surpris. Letby le confirmera plus tard devant les tribunaux. « J'ai toujours voulu travailler avec des enfants ». Plus tard, elle a précisé avoir choisi ses matières scolaires selon leur utilité pour soutenir ou non sa carrière. Un autre ami de Letby, Jay Thomas, a remarqué qu'elle était déterminée et motivée par sa carrière dès son plus jeune âge. Mais il a ajouté qu'elle voulait aussi, un jour, s'installer et avoir un mari et des enfants à elle. Après avoir réussi ses A-Level, Letby a commencé à étudier les soins infirmiers à l'université de Chester en septembre 2008. Elle a étudié les soins infirmiers généraux en première année, puis s'est spécialisée en pédiatrie les 2 années suivantes. Elle était la première de sa famille à aller à l'université. Ses parents étaient un an ravis lorsqu'elle a obtenu son diplôme, publiant une annonce dans le journal local qui disait « Nous sommes si fiers de toi après tout ton travail acharné, avec amour, maman et papa ». Les camarades d'université de Letby se souvenaient d'elle de la même manière que ses amis d'école, notant qu'elle était très travailleuse et discrète. Un autre l'a décrite comme brillante et dévouée à ses études. Pendant l'université, elle a effectué plusieurs stages dans des hôpitaux du Nord-Ouest, notamment à l'hôpital pour femmes de Liverpool et à l'hôpital Countess of Chester. Et elle a finalement obtenu son diplôme en septembre 2011. 4 mois plus tard, en janvier 2012, on lui a proposé un poste à l'unité néonatale de l'hôpital Countess of Chester. Letby a accepté le poste avec enthousiasme. C'est pour cela qu'elle avait travaillé pendant tant d'années. C'est ce dont elle rêvait depuis qu'elle était petite fille. Dans le service, elle s'occupait de nouveau-nés malades et prématurés. Son éthique de travail remarquable lui a vite permis de devenir infirmière niveau 5, et au printemps 2014, elle a terminé une formation spécialisée, ce qui lui a permis de travailler avec des nourrissons nécessitant des soins intensifs. En 2013, dans un profil du personnel, Letby a déclaré qu'elle était responsable de la prise en charge d'un large éventail de bébés nécessitant différents niveaux de soutien, et qu'elle aimait les voir progresser et soutenir leur famille.
Elle aurait également participé à une campagne visant à collecter des fonds pour une nouvelle unité néonatale à l'hôpital. Plus tard, repensant à sa carrière, Ledby a déclaré devant les tribunaux « J'aimais les soins intensifs, c'était ma passion ». Chaque infirmière de l'unité avait un domaine de prédilection ou d'excellence. Il savait que j'étais heureux. Pendant son emploi, Ledby trouvait le travail hors soins intensifs ennuyeux et s'était déjà disputé au moins une fois avec un supérieur. Lorsqu'on lui a demandé de travailler dans la nurserie extérieure, où les bébés étaient soignés en préparation de leur retour à la maison, la nurserie extérieure occupait 2 des 4 salles de l'unité néonatale. Et Ledby était décrite comme étant mécontente lorsqu'on lui attribuait des gardes dans la nurserie extérieure plutôt que dans les salles de soins intensifs ou de soins de haute dépendance. L'infirmière principale, Catherine Percival Calderbank, a ensuite déclaré aux jurés qu'elle avait dit que c'était ennuyeux et qu'elle ne voulait pas nourrir les bébés. Elle voulait être en soins intensifs. Percival Calderbank a ajouté cependant qu'elle préférait que ses infirmières fassent des pauses loin du travail stressant en soins intensifs ou de haute dépendance, déclarant « C'était surtout parce que nous étions inquiets pour la santé mentale de Lucie, car cela peut être bouleversant, émotionnel et parfois aussi épuisant à la fin d'une garde. Si vous êtes constamment placé dans cette situation stressante tout le temps, parfois il faut sortir de cet environnement et aller dans une autre nurserie. » Elle a aussi remarqué que Ledby voulait toujours aider en cas de problème dans les salles à forte intensité et qu'elle arrivait immédiatement si besoin. Tout au long de sa carrière universitaire, Ledby était souvent considérée comme réservée, douce et déterminée. Ses collègues à l'hôpital la voyaient sous un autre jour. Certains la décrivaient comme étant avide d'apprendre, au point d'être presque la chouchoute des enseignants. D'autres, cependant, ont remarqué qu'elle agaçait certaines personnes avec son air de supériorité. Une infirmière anonyme ayant travaillé avec Ledby a confié au Sunday Times « Certains la trouvaient prétentieuse, mais je ne la trouvais pas froide. Je comprenais pourquoi certains le pensaient. Elle aimait que les choses soient faites à sa manière, et elle respectait les règles à la lettre, ou du moins donnait cette impression. Elle était toujours prompte à souligner les défauts des autres. Elle était toujours la première à vous réprimander si vous aviez fait quelque chose de mal. » Pendant ses débuts à Chester, Ledby vivait dans le logement du personnel à Ash House. Elle a ensuite déménagé dans un appartement pendant environ 6 mois avant de retourner à Ash House à l'été 2015. L'année suivante, elle a acheté une maison jumelée sur Westbourne Street à Chester. Un reportage de la BBC a décrit sa maison comme étant ordinaire. Il y avait une punaise sur un tableau d'affichage dans la cuisine venant de son filleul où il était écrit « Numéro 1 marraine décernée à Lucy Ledby ». Dans sa chambre, elle avait des peluches de Winnie, l'ourson et Bourriquet. Dans le salon, il y avait des documents vétérinaires pour ses 2 chats, Smudge et Tigrou. Sur sa tête de lit, elle avait enroulé des guirlandes lumineuses scintillantes et une housse de couette où il était écrit « Doux rêve ». Ses goûts enfantins en décoration contrasteraient plus tard fortement avec les crimes graves dont elle serait accusée. Les meurtres. C'était l'été 2015 lorsqu'un pédiatre principal et chef consultant à l'hôpital Countess of Chester, le docteur Stephen Breary, remarqua une activité inhabituelle dans le service. 4 bébés plutôt en bonne santé s'étaient effondrés, un terme utilisé pour décrire des nourrissons qui subissent une détérioration brutale et catastrophique de leur santé en l'espace de 15 jours. De plus, leur déclin était survenu sans raison apparente. Un seul des 4 enfants avait survécu. Le premier meurtre connu de Lucie fut celui d'un nourrisson âgé d'1 jour, connu sous le nom d'enfant A. Il avait été mis au monde par césarienne à 31 semaines et admis dans la salle de soins intensifs de l'unité néonatale. Bien qu'il soit prématuré, il respirait sans assistance et son état général était jugé bon. Le 8 juin 2015, environ 1 heure après le début de son service, Ledby a alerté les médecins en signalant que le bébé semblait faire un malaise. Un médecin et un consultant sur place ont vite remarqué la décoloration étrange de la peau du nourrisson. Cela a été décrit comme des taches roses sur une peau bleutée qui apparaissaient et disparaissaient. Cependant, ils étaient perplexes quant à la cause de cette étrange coloration de la peau. Plus tard, il s'est avéré que Ledby avait injecté de l'air dans la circulation sanguine de l'enfant A par l'un des 2 tubes attachés à son corps. Cela deviendrait plus tard sa méthode de meurtre privilégiée. Malgré les tentatives de réanimation du bébé, il a été déclaré mort à 20h58. Une infirmière se souvenait avoir vu Lucy Ledby debout près de l'incubateur de l'enfant A. Pensant qu'elle réanimait le bébé,
Elle n'est intervenue qu'en constatant que l'enfant ne se rétablissait pas. Le lendemain, le 9 juin, Lucy Letby a tenté de tuer l'enfant B, qui était la sœur jumelle de l'enfant A, en utilisant la même méthode que pour l'enfant A. Elle a observé la santé de l'enfant B se détériorer. Cette fois-ci, cependant, la victime a survécu sans séquelles à long terme. 5 jours plus tard, le 14 juin, Lucy Letby a assassiné l'enfant C, un bébé âgé de 5 jours, en utilisant une fois de plus sa méthode consistant à injecter de l'air dans l'un des tubes reliés au nourrisson. Une autre semaine s'est écoulée. Le 21 juin, Lucy Letby a assassiné l'enfant D en utilisant une injection d'air. Les rapports disent que le bébé s'est effondré 3 fois et n'a pas pu être sauvé. Préoccupé par les décès, le docteur Briary a commencé à examiner les dossiers des patients, en prenant grand soin d'analyser les traitements qu'ils avaient reçus, et qui étaient de service à ce moment-là. Il y avait une personne que chaque cas avait en commun, Lucy Letby, qui était présente lors des 4 effondrements. À l'époque, Letby avait 26 ans et était connue comme une femme parfaitement ordinaire. Elle sortait le soir avec ses collègues, partait en vacances avec ses amis, prenait des cours de salsa et était marraine de 2 enfants. Elle vivait avec ses 2 chats dans sa maison de Westbourne Road. Personne ne la soupçonnait d'être impliquée, au contraire, il pensait qu'il était malheureux qu'elle ait vécu un événement aussi stressant à plusieurs reprises. Un ancien ami la qualifiait de Mademoiselle Parfaite. Ses parents pensaient qu'elle ne ferait pas de mal à une mouche. C'est la dernière personne qu'on soupçonnerait d'être une meurtrière. Pour le docteur Briary, les décès étaient évidemment suspects, mais cela ne suffisait pas à lui faire comprendre ce qui s'était passé. Les bébés prématurés en bonne santé ne sont pas connus pour simplement s'effondrer et mourir. Les décès inexpliqués sont extrêmement rares. Avant ces incidents, il n'y avait eu que 2 à 3 décès par an dans l'unité néonatale. Il était aussi rare que les bébés ne réagissent pas aux tentatives de réanimation. Les bébés chez qui le rythme cardiaque revenaient généralement à une respiration normale, mais ce n'était pas le cas des enfants impliqués dans ces incidents. Les résultats de l'examen du docteur Briary, ainsi que les informations concernant les 3 décès suspects, ont été transmis au comité des incidents graves du Trust hospitalier qui est chargé d'examiner les questions de sécurité des patients. Cependant, le comité n'a pas partagé les soupçons du docteur Briary, classant les incidents comme des erreurs de médication plutôt que comme un incident grave impliquant un décès inattendu. S'ils avaient été classés dans cette dernière catégorie, les incidents auraient dû être regroupés et une enquête aurait été ouverte. Libre de continuer. Letby a ôté une autre vie dans les premières heures du 4 août lorsqu'elle a injecté de l'air dans la circulation sanguine de l'enfant E, un garçon jumeau. La mère du garçon était dans l'unité, nourrissant l'autre jumeau. Lorsqu'elle a entendu un cri, elle a trouvé l'enfant E avec du sang autour de la bouche, en détresse, et Letby se tenant à proximité. La mère a ensuite décrit l'infirmière comme ne faisant rien malgré l'urgence. Letby lui aurait dit que le sang était dû à une sonde nasogastrique qui irritait la gorge du bébé et lui a demandé de se calmer. Au moment de son décès, l'enfant E aurait perdu un quart de son sang, le spécialiste déclarant plus tard devant les tribunaux qu'il s'agissait d'une quantité de perte de sang frappante. Bien qu'elle ait déjà une méthode solide pour tuer, Letby a commencé à expérimenter d'autres façons de prendre la vie des bébés sous sa charge. Le lendemain, elle a tenté d'empoisonner l'enfant F, le frère de l'enfant E, en utilisant de l'insuline, mais il a survécu à cette tentative d'assassinat. Un mois plus tard, en septembre, elle a tenté à 2 reprises de tuer l'enfant G en lui donnant trop de lait. Bien que le nourrisson ait survécu, elle reste gravement handicapée. Il a été révélé plus tard que Letby avait falsifié le tableau d'observation du bébé en surévaluant sa température, pour faire croire qu'elle était déjà malade avant d'avoir été suralimentée en lait. Elle a également falsifié des détails concernant l'effondrement du bébé, déclarant que cela s'était produit au moment où une autre infirmière l'avait nourri. Le 23 octobre, Letby a ôté la vie à l'enfant I, en injectant de l'air dans son estomac par une sonde nasogastrique. Le bébé s'est effondré à 4 reprises avant de mourir de façon glaçante. Les journaux ont rapporté que Letby a ensuite envoyé une carte de condoléances aux parents de l'enfant après avoir pris une photo de la carte, qu'elle a conservée sur son téléphone. Elle a également consulté leur compte sur les réseaux sociaux et exprimé le désir d'assister aux funérailles du bébé. La mère de l'enfant dira plus tard que Letby a eu un comportement étrange en le baignant avec elle peu avant le décès. En déclarant « Pendant que nous la baignions, Lucy est revenue dans la pièce. Elle souriait et n'arrêtait pas de répéter qu'elle avait assisté au premier bain et que notre fille avait adoré cela.
J'aimerais qu'elle arrête simplement de parler, le même jour que le meurtre de l'enfant I. Une infirmière et responsable de service nommée Irian Powell a commencé à examiner les dossiers. Comme Stephen Breary, elle était préoccupée par le nombre d'incidents et elle en est finalement arrivée à la même conclusion. Il l'a fait. La seule chose que les décès des bébés avaient en commun, c'est que Lucy était de service. Elle a ensuite contacté le docteur Breary pour l'informer de ses découvertes, écrivant « Malheureux que Lucy était de service ». Cependant, chaque cas de décès est différent. À ce moment-là, la nouvelle des nombreux décès de nourrissons s'était répandue dans tout l'hôpital, et le directeur médical de l'établissement a été informé des événements étranges dans l'unité néonatale. À l'époque, cependant, il pensait que leur taux de mortalité restait inférieur ou similaire à celui d'autres hôpitaux de taille comparable. Par conséquent, il n'a pas été immédiatement alarmé. Bien qu'Irian Powell et Stephen Breary aient tenté de faire part de leurs préoccupations, leurs problèmes auraient été soit rejetés par le comité chargé des incidents graves, soit ignorés. Il aurait été dit aux médecins et aux infirmières alarmées de ne pas faire d'histoire. En février 2016, le Dr Breary, accompagné d'un consultant spécialiste de Liverpool, a mené une revue thématique d'une demi-journée sur les effondrements dans l'unité néonatale. Cela a donné lieu à un rapport qui montrait que Letby était de service lors de chacun des incidents, qui ont tous eu lieu entre minuit et 4 heures du matin. Breary a ensuite envoyé un courriel au directeur médical de l'hôpital avec le rapport en pièces jointes et a demandé une réunion immédiate. Mais cela n'a rien donné de plus. La direction de l'hôpital pensait que l'implication de Letby était une coïncidence, et elle a continué à travailler dans l'unité néonatale. 2 mois plus tard, le 7 avril, Letby a été déplacé vers des horaires de jour. On lui a dit que c'était pour le bien de sa santé mentale, Powell ayant noté qu'elle avait été présente à chaque effondrement. 2 jours plus tard, elle a tenté de prendre la vie de 2 enfants, des jumeaux connus sous le nom d'enfant Al et d'enfant M. Elle a injecté de l'air à l'enfant M et a utilisé de l'insuline pour tenter d'empoisonner l'enfant Al. Les 2 nourrissons ont survécu à l'épreuve. Powell restait inquiet de l'implication de Letby et envoyait sans cesse des courriels pour demander de l'aide, notamment à Alison Kelly, directrice des soins infirmiers de l'hôpital. Il a finalement été convenu avec le directeur médical de l'hôpital qu'ils examineraient tous les décès et que Letby resterait en service de jour pendant 3 mois. Les médecins de l'hôpital, qui étaient au courant de la situation, ont dit à Powell « Vous abritez un meurtrier ». En juin, Letby a tenté de tuer l'enfant N, un bébé de 34 semaines, mais le nourrisson a survécu. Plus tard ce mois-là, elle est partie à l'étranger pour un séjour d'1 semaine à Ibiza, peu de temps avant son retour au travail le 23 juin. Elle a envoyé un message à une amie avec ce texte inquiétant. « Je vais probablement revenir en faisant sensation, lol ». Quelques heures seulement après avoir repris le travail, elle a ôté la vie à 2 triplés connus sous le nom d'enfants O et P. Enfant O était décrit comme un bébé parfaitement sain et devait être autorisé à sortir, mais il s'est soudainement effondré. Le 23, il s'est effondré 3 fois de plus avant de décéder. Une autopsie a ensuite révélé que son corps contenait une quantité inhabituelle de gaz et que son foie avait été endommagé. On rapporte que cette lésion au foie était le résultat d'un traumatisme, similaire à celui subi lors d'un accident de voiture. Moins de 15 minutes après la mort de l'enfant O, l'enfant P, qui devait également sortir de l'hôpital, s'est effondré après que son diaphragme a été brisé. On pensait qu'il se rétablirait, mais alors que les médecins préparaient son transfert, Letby aurait dit « Il ne quittera pas cet endroit. Il est vivant ?» Les journaux rapportent qu'elle a fait une déclaration similaire avant la mort de l'enfant C, et elle a également envoyé un message à un médecin affirmant qu'elle les surveillerait. L'enfant P et le 3e frère ou sœur, comme un faucon, étaient surveillés de près. L'enfant P est décédé peu de temps après, et des radiographies ont révélé qu'il avait une quantité étrange de gaz dans le corps. Comme son frère, le 3e triplé a été transféré dans un autre hôpital avec les médecins venus chercher l'enfant P. Un consultant se souvient avoir autorisé cela parce que les parents l'avaient supplié, craignant de perdre leur dernier enfant. Enquête supplémentaire. Après les décès des enfants O et P, Stephen Breary a exigé que Letby soit retirée de l'unité néonatale. Cependant, le cadre de service a affirmé que la jeune femme de 26 ans était apte au travail et ne présentait pas de risque pour la sécurité. Et elle a ajouté qu'elle était prête à assumer la responsabilité si d'autres problèmes survenaient pendant qu'elle s'occupait des bébés.
Vers la fin du mois, le directeur exécutif du Trust hospitalier s'est réuni pour discuter des décès des enfants et de la nécessité ou non de faire appel aux forces de l'ordre. À ce stade, 7 bébés étaient décédés dans l'unité néonatale. Les dirigeants semblèrent penser que les signes de l'implication de Letby étaient incirconstanciels et soupçonnaient que certains médecins participaient à une chasse aux sorcières mal informée. Ils ont finalement décidé de ne pas impliquer les autorités et ont plutôt organisé une revue par le Collège royal de pédiatrie et de santé infantile, ou le RCPCH, qui a débuté en septembre de cette année-là. De plus, il a été convenu que l'unité néonatale de l'hôpital n'accueillerait plus les naissances prématurées de moins de 32 semaines. Les nourrissons de moins de cet âge étaient pris en charge par d'autres hôpitaux. À la mi-juillet, l'EPI a été affecté à un poste administratif après une réunion avec une infirmière supérieure et le responsable RH. C'est là qu'on lui a fait part du lien entre elle et les personnes décédées. On lui a également dit qu'elle serait placée sous surveillance et il a été rapporté qu'elle était visiblement bouleversée et en détresse. Cependant, le manque de personnel signifiait que Letby ne pouvait pas être surveillée dans le service néonatal. C'est pourquoi elle a été déplacée vers un poste administratif. Elle n'est jamais retournée dans le service néonatal. En septembre, elle a déposé une plainte officielle contre le Trust pour victimisation et discrimination, affirmant qu'elle avait été prise pour cible, déplacée d'un poste qu'elle aimait, et que les accusations portées contre elle n'étaient pas claires. Elle a exigé de connaître les accusations sous enquête. Plusieurs mois plus tard, en octobre 2016, le RCPCH a conclu ses enquêtes et a présenté ses conclusions. L'examen n'a pas enquêté sur les actions de Letby ni sur les décès des enfants, et s'est concentré sur la conduite de l'unité néonatale. Le RCPCH n'a pas été en mesure de trouver une explication concrète à l'augmentation des décès. Cependant, il a été signalé d'importants problèmes de personnel dans l'unité et un manque de personnel senior disponible. Il a également recommandé que chaque décès de bébé soit examiné en détail, et a noté que tous les bébés n'avaient pas été envoyés pour des autopsies, malgré le fait que cela aurait été la meilleure chose à faire après leur décès. Jane Orden, une néonatologiste de l'hôpital Great Ormond Street, a été sollicitée pour examiner les cas, mais elle n'a pas pu le faire en détail. Elle a préféré fournir un résumé. Après avoir examiné les dossiers, elle a recommandé qu'une expertise médico-légale des cas soit réalisée, mais cela n'a jamais abouti. 10 membres du personnel hospitalier ont été interrogés après la plainte de Letby, et la plupart ont menacé d'appeler la police. Si elle réintégrait l'unité néonatale, certaines personnes la défendaient. Une infirmière supérieure a accusé les médecins de chasse aux sorcières et a déclaré « J'espère qu'elle reviendra dans l'unité. Nous serions ravis ». Les enquêteurs chargés d'examiner la plainte ont également passé en revue l'historique professionnel de Letby. Ils n'ont rien trouvé qui indique que sa conduite était mauvaise ou non professionnelle. Aucune plainte n'avait jamais été déposée contre elle. Les enquêteurs ont finalement conclu que les médecins avaient eu tort de se méfier d'elle, comme ils le lui ont dit. Ce comportement a eu pour conséquence que vous, un collègue junior et un professionnel également, vous sentiez isolé et vulnérable, mettant votre réputation en question. Ceci est inacceptable et pourrait être considéré comme une victimisation. Le rapport indiquait également que l'hôpital soutiendrait sa carrière professionnelle en l'aidant à obtenir un master ou à suivre un cours avancé en néonatologie. Des entretiens hebdomadaires de suivi social avec une infirmière supérieure lui ont aussi été proposés. L'enquête a été clôturée le 12 novembre. Il est à noter qu'aucun autre décès dans le service de néonatologie n'avait eu lieu pendant les 4 mois qui ont suivi le retrait de Letby en mars 2017. Les consultants, après avoir discuté et reçu des conseils d'un responsable régional de la néonatologie qui estimait qu'une enquête plus approfondie sur les cas était nécessaire, ont demandé à la direction de faire appel à la police. Le 27 avril, ils ont rencontré la police du Cheshire, notant que Lucy Letby devait retourner dans le service de néonatologie le 3 mai. Cet examen des décès inexpliqués a été nommé Opération Colibri, et il visait à enquêter sur les cas de décès et d'effondrement de bébés prématurés dans le service de néonatologie de l'hôpital Countess of Chester. À son apogée, l'Opération Colibri a mobilisé près de 70 policiers et membres du personnel civil. Et un peu plus d'un an plus tard, le 3 juillet 2018, ces mêmes personnes ont vu les fruits de leur travail. Lorsque Lucy Letby a été arrêtée, soupçonnée de 8 chefs de meurtre et de 6 chefs de tentative de meurtre, le procès.
Au cours des années suivantes, Letby serait libérée sous caution puis de nouveau arrêtée à plusieurs reprises, la dernière fois étant le 10 novembre 2020. Le lendemain, elle a été inculpée de 8 meurtres et 10 tentatives de meurtre et la liberté sous caution refusée. Pour sa part, Letby a nié toutes les accusations portées contre elle, affirmant que de nombreux décès étaient dus à une mauvaise hygiène et à un manque de personnel à l'hôpital. Le Conseil des infirmiers et sages-femmes, qui avait suspendu Letby en mars 2020, a commencé à chercher à la radier du registre. Le procès de Letby a débuté à la couronne de Manchester le 10 octobre 2022. Elle a plaidé non coupable de 7 chefs de meurtre et de 15 chefs de tentative de meurtre. Il y avait beaucoup de secrets autour de l'identité des victimes de Letby et de leurs familles qui ont témoigné lors du procès. Avec Ellen Pidd écrivant pour The Guardian que ce genre de secret était rarement observé en dehors des procédures impliquant des questions de sécurité nationale. Certains collègues de Letby ont également été protégés lors du procès, y compris un médecin qui aurait été son petit ami. Personne n'était au courant que Letby avait un petit ami, mais l'accusation a affirmé qu'elle avait eu une relation amoureuse avec un interne marié à l'hôpital, un homme qui reste encore aujourd'hui non identifié. Pour sa part, Letby a affirmé qu'il n'y avait pas eu de liaison et qu'ils étaient simplement amis. Cependant, des notes manuscrites retrouvées dans sa maison, que la police a fouillées après sa première arrestation en 2018, montraient qu'elle aimait cet homme. Le jury a ensuite vu des échanges de messages textes entre les deux, qui montraient en Letby lui envoyant des cœurs d'amour. Ils ont aussi appris que le couple passait beaucoup de temps ensemble. Ils ont fait des voyages à Londres, sont sortis dîner et ont passé du temps dans la maison mitoyenne de Letby à Chester. Comme avec les familles des victimes, elle avait aussi recherché la femme de l'homme sur les réseaux sociaux. La relation du duo n'est pas passée inaperçue auprès des collègues. Une infirmière a dit qu'ils étaient vraiment trop proches pour de simples collègues, même sans certitude d'une relation physique. Elle a ajouté « Je sais qu'il y avait des commérages et des commentaires à ce sujet dans le service, ce qu'elle n'aimait pas. » Leur relation semble cependant s'être éteinte à l'été 2016, lorsque Letby a été affectée à un poste administratif et que le médecin est parti travailler ailleurs. Elle se serait sentie isolée, ayant été éloignée de ses collègues et amis du service néonatal, et s'est ensuite vue prescrire des médicaments pour l'insomnie et la dépression. Des rapports indiquant que le médecin aurait raccompagné Letby chez elle la nuit du décès d'une de ses victimes. Et l'accusation a suggéré à un moment donné que ces actes avaient été motivés par son désir d'attirer son attention. L'accusation a qualifié Letby de présence malveillante et l'a décrite comme froide, calculatrice, cruelle et implacable. Une grande partie des preuves présentées au procès comprend plusieurs éléments d'information que nous avons déjà abordés dans cette vidéo, notamment des radiographies, des autopsies et des dossiers médicaux falsifiés. Que Letby a été vue debout au-dessus des bébés à plusieurs reprises par des collègues et par des parents inquiets. Qu'elle était de service au moment des décès et que les meurtres ont cessé après qu'elle a été déplacée du service. D'autres preuves existaient aussi. La police a saisi plusieurs objets notables chez Letby. L'un de ces objets était un registre des médicaments administrés à l'enfant M lors des tentatives de réanimation. Un autre était une serviette en papier et un document de lecture des gaz du sang, également pour l'enfant Monsieur Buzz 257. Des documents hospitaliers, qui n'auraient pas dû sortir, ont aussi été retrouvés. 21 de ces feuilles concernaient des bébés qu'elle était soupçonnée d'avoir blessés. Certaines des preuves les plus intéressantes présentées au procès étaient des gribouillages que Letby avait faits sur des post-it. Elles incluaient dans des phrases comme « Je ne mérite pas de vivre »,« Je les ai tués exprès car je ne suis pas assez bon pour m'occuper d'eux »,« Je suis une personne horrible, maléfique, je ne veux plus faire ça et je suis mauvais. J'ai fait ça ». Il a été dit que, dans d'autres notes, elle écrivait à propos de sa frustration de ne pas être autorisée à retourner dans son service de néonatologie. « Je n'ai rien fait de mal et ils n'ont aucune preuve contre moi. Pourquoi ai-je dû me cacher ?» Un autre post-it griffonné disait « Je ne me marierai jamais, je n'aurai jamais d'enfant, je ne saurai jamais ce que c'est d'avoir une famille. » La défense de Letby a affirmé que ces notes étaient le cri de détresse d'une femme en proie à la peur et au désespoir, tandis que Letby elle-même a déclaré « Je me suis alors dit que si j'avais mal agi, je devais être une personne vraiment mauvaise. J'avais été d'une certaine manière incompétente et j'avais fait quelque chose de mal qui avait affecté ces bébés. Je me sentais forcément responsable d'une certaine façon. Avec le recul, je traversais une période difficile, et c'était ma façon d'exprimer ce que je ne pouvais dire à personne. » Les enquêteurs ont aussi trouvé le journal intime de Letby chez elle, où figuraient les initiales des victimes aux dates des meurtres. Lorsqu'on lui a demandé à propos des documents de l'hôpital qu'elle avait ramenés chez elle et des recherches sur les réseaux sociaux qu'elle avait effectuées concernant les familles des victimes, elle a répondu
Dans les deux cas, c'était un comportement normal pour moi, et j'ai donné très peu d'explications, ce qui pouvait parfois sembler mécanique. Dans ses réponses, les journalistes ont noté qu'elle paraissait d'abord bien s'exprimer et rester calme, et l'ont décrite comme coopérative. Mais qu'elle a fini par craquer, surtout lorsqu'elle a commencé à parler d'elle-même et de l'impact que l'affaire avait eu sur elle. Judith Moritz a écrit pour la BBC. Ce n'est qu'en février que j'ai vu un soupçon d'émotion chez Lebby. C'est la voix d'un médecin qui a fait craquer l'infirmière. Sa voix semblait déclencher des émotions que nous n'avions jamais vues auparavant. Moritz a remarqué que le petit ami inconnu de Lebby a suscité ses premières émotions lors du procès. Quand on lui a demandé pourquoi elle pleurait en parlant d'elle, mais pas des bébés ou de leur famille, elle a répondu « J'ai pleuré en parlant de certains bébés ». Lebby aurait aussi demandé pour la première fois à arrêter durant le procès. Quand l'accusation l'a interrogé sur les failles et contradictions de son témoignage, Judith a écrit que le procureur a demandé « Vous mentez, n'est-ce pas ? Lucy Lebby, vous avez apprécié ce qui se passait, n'est-ce pas ?» Ensuite, Lebby est devenu monosyllabique avant de demander à arrêter. Le 18 août 2023, Lebby a été reconnu coupable de 7 chefs de meurtre et de 7 chefs de tentative de meurtre. Le jury n'a pas pu se mettre d'accord sur le verdict concernant 6 chefs de tentative de meurtre, et elle a été acquittée de 2 autres chefs de tentative de meurtre. Lebby a été condamné 3 jours plus tard à la réclusion à perpétuité assortie de la peine la plus lourde prévue par la loi anglaise. Le juge l'a décrite comme n'éprouvant aucun remords, déclarant qu'elle avait mené une campagne cruelle, calculée et cynique de meurtre d'enfants impliquant les plus petits et les plus vulnérables des enfants. N'ayant pas assisté à l'audience de condamnation, elle n'a pas entendu les nombreuses déclarations des victimes lues. Autre motif. L'accusation a allégué que Lebby aurait pu être motivé à tuer par le besoin d'attention, principalement de la part d'un certain médecin. Mais ce n'est pas le seul motif avancé. Ils ont également suggéré qu'elle tuait par ennui, qu'elle éprouvait de l'excitation lors des urgences et qu'elle aimait jouer à Dieu et avoir le contrôle. D'autres aussi pensaient que Lebby aurait pu tuer pour attirer l'attention. Une infirmière qui a témoigné au procès a ensuite déclaré au Sunday Times qu'elle pensait que Lebby recherchait le drame provoqué par les décès, affirmant que blesser des bébés était une situation gagnant-gagnant pour elle. Si les patients survivaient, elle était félicitée pour les avoir réanimés. S'ils mouraient, elle recevait la sympathie en tant que mère ayant perdu son bébé en voulant le sauver. Le criminologue David Wilson a confirmé que Lebby semblait avoir un complexe du héros. Et il a ajouté que les tueurs qui deviennent des professionnels de santé ont déjà développé un désir de tuer avant même d'intégrer le milieu médical. The Guardian et The Telegraph ont chacun conclu à des motivations différentes sur la base des notes manuscrites recueillies par les enquêteurs. Le premier a suggéré que la phrase « Je les ai tués volontairement car je ne suis pas assez bon pour m'occuper d'eux » était un mobile, tandis que le second pensait que sa peur de ne jamais se marier ou d'avoir des enfants l'avait poussée à la destruction. Il a aussi été suggéré qu'elle souffrait du trouble factice imposé à autrui, TFIA. Un trouble factice imposé à autrui, anciennement appelé syndrome de Munchausen par procuration, est un trouble de la santé mentale où un soignant crée l'apparence de problèmes de santé. Dans un autre cas, cette idée a été suggérée par un ancien détective qui a travaillé sur l'affaire Beverly Halley dans les années 1990. Halley est une tueuse en série anglaise. Condamnée pour le meurtre de 4 enfants, la tentative de meurtre sur 3 et des blessures graves à 6 autres. Travaillant comme infirmière en pédiatrie, son mobile pour les meurtres reste inconnu, mais un trouble factice imposé à autrui, FDIA, a été évoqué au fil des ans. Le psychologue criminel David Holmes et Dominic Wilmot ont exprimé leur soutien à cette théorie concernant les 2 meurtrières. Wilmot déclarant qu'elle souhaite être impliquée dans cette affaire, elle a en réalité la parfaite occasion de ne pas avoir raison. Nous pensons que la plupart des délinquants essaient d'éviter d'être pris et de s'éloigner de leurs actes. Beverly Hallett et Lucy Lebby semblent s'impliquer elles-mêmes dans l'enquête, dans les circonstances, ce qui montre qu'il se passe autre chose ici. Les conséquences. Lebby est actuellement incarcérée à la prison de Bransfield à Ashford, dans le Surrey. Le 15 septembre 2023, quelques semaines seulement après sa condamnation, la division criminelle de la Cour d'appel a confirmé qu'elle avait déposé une demande d'autorisation de faire appel de ces condamnations. En parallèle, le service des poursuites de la Couronne, CPS, a confirmé ce mois-là un nouveau procès pour une des 6 accusations de tentative de meurtre.
sur laquelle le jury n'avait pas pu se mettre d'accord. Une date avait été fixée au 10 juin 2024. Des enquêtes sont actuellement en cours pour déterminer si Lucy Letby est responsable d'autres crimes jusqu'à présent. Une famille dont l'enfant est né à l'hôpital pour femmes de Liverpool, où Lucy Letby a effectué une partie de son stage d'infirmière, a été informée qu'elle fait partie de l'enquête. Environ 30 autres incidents impliquant des nourrissons à l'hôpital Countess of Chester ont été qualifiés de suspects et seront examinés en profondeur par les forces de l'ordre. Lucy Letby a été officiellement radiée du registre des infirmières en décembre 2023 et sa condamnation a conduit le gouvernement britannique à ordonner une enquête indépendante sur les circonstances de l'affaire. L'enquête examinera les circonstances entourant les décès et les incidents, y compris la manière dont les préoccupations soulevées par les cliniciens ont été traitées. En août 2018, le directeur médical de l'hôpital, Ian Harvey, a pris sa retraite en France. Et un mois plus tard, le directeur général Tony Chambers a démissionné après avoir signé un accord de non-divulgation avec le Trust, mais il a trouvé un emploi ailleurs au sein du NHS. La directrice des soins infirmiers, Alison Kelly, a été suspendue de son nouveau poste dans un autre trust hospitalier, tandis que Karen Rees, responsable des soins infirmiers, à l'époque, a pris sa retraite. Discrètement, en notant qu'elle n'avait pas reçu suffisamment d'informations de la part des médecins pour écarter Letby de son poste, l'enquête a été officiellement ouverte le 22 novembre 2023. Les parents des enfants tués par Letby ont lu leur déclaration d'impact sur les victimes au tribunal. Les parents des enfants A et B ont souligné que Letby ne représentait rien pour eux, tandis que la mère de l'enfant D a déclaré « Je ne peux pas te pardonner. Il n'y a pas de pardon, ni maintenant ni jamais. J'ai eu un accident de voiture après une dépression nerveuse, j'ai envisagé d'en finir, je ne pouvais plus continuer et je ne le voulais pas. » Pendant ce temps, la mère de l'enfant E et F a dit « Notre monde s'est effondré lorsque nous avons rencontré le mal déguisé. » En tant qu'infirmière attentionnée, même dans ces derniers jours du procès, elle a essayé de tout contrôler. Le manque de respect qu'elle a montré aux familles au tribunal montre quel genre de personne elle est. Nous avons assisté au tribunal jour après jour. Pourtant, elle décide qu'elle en a assez et reste dans sa cellule. Juste un dernier acte de méchanceté de la part d'une lâche. Les parents de B étaient présents chaque jour de son procès, accompagnés d'un dernier ami. Beaucoup avaient du mal à associer la femme réservée et gentille qu'ils connaissaient à la tueuse en série qu'elle était. Elle est aujourd'hui reconnue comme la plus grande tueuse en série d'enfants de l'histoire britannique moderne. Son nom restera gravé, aux côtés de personnes comme Myra Hindley, Mary Ann Cotton et Rosemary West.